Salut, c'est Trédis. Et on va être honnête. Henry Townshend, il sert à rien. D'abord, qui est-il? Locataire depuis 2 ans de l'appartement 302 dans l'immeuble South Ashfield Heights, il vivait heureux jusqu'à ce qu'il découvre un matin que sa porte d'entrée a été condamnée de l'intérieur avec écrit dessus un message d'un certain Walter lui disant de ne pas sortir. Pendant les 5 jours suivants, il constatera qu'il ne ressent ni la faim ni la soif, que ses fenêtres sont bloquées, que ses appareils électroniques ne fonctionnent pas, que personne ne l'entend hurler à l'aide et cauchemarde chaque soir d'une version maudite de son chez lui. Il reçoit un appel à l'aide depuis son téléphone, dont le cordon est coupé, et, à travers son Judas, voit sa voisine de palier Haylin Galvin, ainsi que 15 traces de mains ensanglantées sur le mur d'en face. Par la fenêtre, il voit une jeune femme descendre dans le métro et un extrait de livre derrière son étagère parlant d'un homme ayant créé un monde parallèle cauchemardesque grâce au rituel de la Sainte Assomption. Allez savoir ce que c'est, et un mot sous sa porte d'entrée demandant à maman pourquoi elle se réveille pas. Un bruit dans la salle de bain l'intrigue et il y découvre un trou énorme qu'il emprunte pour tenter de sortir. Après avoir traversé un tunnel illogiquement long, il apparaît sur un immense escalator, ce qui ne l'inquiète pas, et rencontre Cynthia Velasquez, la femme vue précédemment, qui pense être en train de rêver et promet une récompense en nature à Henry s'il l'aide à sortir de cet endroit. Ayant envie de vomir, elle se rend dans les toilettes pour dames, puis, après une longue attente, un chien pourri est expulsé de celle des hommes, suivi de 2 autres qui lui sucent le sang. Allant voir ce qu'elle fait, il ne trouve personne et emprunte un tunnel qui le fait se réveiller sur son lit. Pensant avoir rêvé, il va en son salon où il découvre dans le mur derrière sa commode un trou donnant sur la chambre de sa voisine, creusé par quelqu'un tentant de fuir l'appart, mais Kaylee n'a jamais remarqué, et un pistolet sur le sol. Il reçoit un coup de fil de Cynthia lui demandant de l'aide. Il réemprunte le tunnel, récupère un jeton de métro dans la main d'un mannequin, la libère d'un wagon et cherche la sortie en échappant à des fantômes invincibles. D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu Silent Hill où il n'y a pas de plan des lieux à trouver et où le héros doit être dessiné lui-même. On constate que le dessin n'est pas son fort et qu'il se balade constamment avec une ramette de papier et un stylo, ce qui est bien pratique pour le coup. Après avoir traversé un dédale de wagons, il passe une porte qui fait disparaître Cynthia, l'entend dire dans les haut-parleurs de la rejoindre car il arrive, retire la plaque de la tentation sur une porte, mais la retrouve dans une mare de sang avec le nombre 16 121 gravé sur la poitrine et croyant toujours être en train de rêver avant de mourir. De retour chez lui, il voit une ambulance emmener le corps de la jeune femme et une trace de main ensanglantée en plus sur le mur du couloir. Il réemprunte le tunnel qui s'est agrandi et apparaît dans une forêt. Il rencontre Jasper Ginn, un jeune homme venu pour rencontrer le diable, et indique le chemin d'un orphelinat tenu par une secte, la Silent Hill Smile Support Society, au Wish House, dans laquelle les enfants se faisaient laver le cerveau et étaient maltraités. Il trouve plus loin un enfant que Jasper désigne comme la troisième révélation, ce qui signifie que quelque chose de géant va enfin se passer comme l'a dit le type curieux, ce qui le fait fuir. Ensuite, il accepte de nous donner un truc super en échange d'une boisson au chocolat. Quel hasard! C'est justement une des 2 seules boissons qui restent dans le frigo d'Henri. Il reçoit alors une truelle de jardin. Ah ouais, super en effet, mais pas en main propre. Il la jette au sol et on la ramasse. Crétin. Une énigme écrite dessus le guide jusqu'à une racine où se trouve la clé de l'orphelinat, mais qui l'empêche d'y retourner. Après l'avoir rangée chez lui, appeler Eileen et Richard Bentry, un voisin, à l'aide mais ne l'entendent pas, et l'avoir récupéré une fois près du bâtiment, il y entre, trouve un document indiquant que verser le sang de 10 pêcheurs permettra d'atteindre les cieux, un autre demandant si un mec a trouvé Walter et Alessa, t'as la ref, et retire la plaque de la source d'une porte d'où une fumée s'échappe. Derrière, un Jasper en flammes, je suis sûr qu'il s'est fait ça lui-même, se grave le nombre 17 121 sur le torse en hurlant qu'il a enfin rencontré le diable avant de mourir devant Henry qui s'en fout. De retour chez lui, les infos concluent à un meurtre et le relient à l'affaire Walter Sullivan, un tueur en série, survenu il y a 10 ans. Le surveillant de l'immeuble, Frank Sunderland, vient aux nouvelles mais n'entend également pas les appels à l'aide alors qu'une autre main ensanglantée est apparue. Il retourne dans le tunnel et atterrit dans une tour servant de prison pour enfants tenue par la même secte que celle de l'orphelinat. Il y entend le gardien Andrew de Salvo appeler à l'aide car Walter va le tuer. Henry trouve un livre disant que les responsables donnent la chair des prisonniers morts à manger aux vivants, et vu la tronche des outils dans la salle d'interrogatoire derrière la cuisine, j'y crois vraiment, et accède au volant permettant de changer la disposition des cellules
pour que les trois contenant une silhouette sanglante s'alignent pour permettre à Andrew de sortir, de se retrouver face à l'enfant qui s'avère être le fameux Walter Sullivan. Apparemment, celui-ci adore les croyances insensées de la secte et principalement la descente de la mère divine. Après, qu'un orphelin kiffe une chose qui parle de la venue d'une mère, je comprends. Après avoir rétabli le courant, il retire la plaque de la vigilance de la porte de la salle d'interrogatoire dans laquelle se trouve le cadavre flottant d'Andrew avec le nombre 18121 gravé sur le ventre. Une empreinte de main en plus et direction la salle de bain dont la douche est remplie de sang qui pue et pénètre dans le trou qui s'est encore agrandi. Il se retrouve sur le toit de l'hôtel South Ashfield, situé en face de son immeuble, sur lequel tombe du ciel Richard, qui demande ce que c'est que ce trou, cet univers de dingue, et que s'ils sont dans la même situation, c'est que tout leur immeuble est touché par le phénomène, et ça explique ce qui est arrivé à l'ancien locataire de l'appartement d'Henry. Je serais curieux de savoir ce que Richard a vécu pour être au courant de ce qui se passe. Ce dernier lui dit de se méfier du gamin, et quand il le croise, lui file une peur bleue en le menaçant avec son flingue, puis l'accuse de savoir ce qu'il se passe dans ce monde. Après avoir pris la plaque du chaos, on voit Richard sur une chaise électrique avec le nombre 19121 inscrit sur le front, tenter de dire que le gamin n'en est pas un, mais le 11121. Une des victimes de Walter Sullivan, et donc une de ses propres victimes, qui pointe du doigt l'appartement d'Eileen avant de disparaître. Un policier dit que les meurtres ne peuvent pas être l'œuvre de Walter puisque celui-ci est mort. En regardant par la fenêtre, il y a un homme chez Richard qui pointe chez Eileen et un mot mal traduit sur le mur ainsi qu'une nouvelle trace de main lui dit de le faire. Donc, il jette un œil et tout va bien. Le trou a maintenant l'apparence de tous les autres et l'amène dans la version cauchemardesque de son immeuble. L'homme présent chez Richard toque chez Eileen, puis s'en va s'asseoir dans les escaliers. En fouillant chez le surveillant, son carnet privé nous apprend qu'il y a 30 ans, un couple a abandonné leur enfant dans l'appartement d'Henry et qu'il a conservé son cordon ombilical sans savoir pourquoi depuis tout ce temps. Des mots trouvés un peu partout informent que le nombre trouvé sur les victimes correspond au numéro de la victime / le nombre de victimes prévues. Par exemple, le 19121 de Richard correspond à la 19e victime sur 21. Que Walter s'est suicidé après le 10e meurtre, et que les autres ont certainement été commis par un copycat, et que l'ancien locataire a fait tomber la clé de chez Eileen à côté de son lit, ce qui l'a fait magiquement apparaître. Il se rend chez elle pour la trouver gravement blessée, avec les nombres 20 sur 21 gravés sur le dos, et remercie Walter avant de s'évanouir. Pas d'empreinte sur le mur, donc Eileen est toujours en vie quand l'ambulance l'emmène. Le trou dans la salle de bain s'étant rebouché, il récupère le talisman de Succubus et l'utilise sur le mur de la buanderie qui fait apparaître des encoches pour les plaques récupérées précédemment, qui créent un nouveau trou qui mène à l'hôpital. Il y voit l'homme en train de trifouiller dans un cadavre, au niveau de l'utérus j'imagine, et de venir lentement vers Henry qui s'enfuit. Il trouve un panneau montrant les blessures de la jeune femme, son sac à main, sa tête géante qui le fixe en poussant des gémissements. Et je me doute que d'autres l'ont déjà fait remarquer, mais j'aimerais laisser l'extrait d'un combat. Je trouve que ce moment où il affronte deux zombies qui éructent est le plus austère du jeu. Et à ce qui paraît, leur renvoi sont dus au fait que ce sont les gaz qui s'évacuent du corps après le décès, mais je pense surtout qu'un des développeurs avait un kink sur les géantes qui rotent et qu'il a trouvé une excuse pour les mettre dedans. Bref, il retrouve Eileen, à qui il explique qu'il confond sa chambre et sa salle de bain, les choses qu'il a vues, et, je l'avais pas noté avant, mais le tueur est le Freddy Krueger de South Ashfield, car les gens qui meurent dans le monde cauchemardesque meurent dans le monde réel, et comme son nom l'indique, le monde cauchemardesque se situe dans les rêves, car Henry le quitte en se réveillant, donc c'est ça. Il constate qu'Eileen ne peut pas le suivre dans le trou menant à son appartement, et voilà que commence la partie la plus chiante du jeu qui, je suis sûr, n'a été mis là que pour augmenter artificiellement la durée de vie de celui-ci. Une mission d'escorte avec Eileen où il faut se retaper tous les niveaux précédents en mode difficile, du fait qu'on se fait harceler par les esprits des précédentes victimes et de l'homme lourdement armé. Ah, et comme elle est blessée, elle ne peut pas emprunter les échelles et il faut se taper des détours pour lui ouvrir des chemins. Ça permet surtout d'en apprendre plus sur Walter Sullivan. Son cadavre a disparu et à l'intérieur du cercueil se trouvaient les nombres 11 sur 21,
que l'homme a pénétré dans l'appartement 302 inoccupé avec quelque chose de lourd, des outils et un sac pissant le sang. Le surveillant venu voir à l'intérieur ce qu'il s'est passé ne trouva rien, mais continue d'entendre des bruits venant d'une des fenêtres. Et enfin que dans son enfance, un cultiste a montré à Walter où il était né, ce qui lui a fait penser que l'appartement 302 était sa mère, puis, une fois adulte, s'est lancé dans le rituel des 21 sacrements, qui consiste à assassiner 21 personnes d'une manière précise afin de faire descendre la mère divine, un autre nom donné par la secte pour désigner le diable, sur Terre. Henry voit une discussion entre Walter Sullivan et l'homme, qui s'avère être également Walter Sullivan. Il embarque son petit lui et part. Nos héros arrivent enfin dans la version de l'appart où se trouve Joseph Schreiber, l'ancien locataire et le journaliste ayant enquêté sur Walter qui nous a laissé toutes les infos le concernant, dont un document répertoriant les victimes avec leur désignation. Et je trouve marrant que Joseph, qui apporte toutes les réponses, représente le désespoir, tandis qu'Henry, qui est mort non possible, représente la sagesse, alors que l'inverse aurait été plus logique. Joseph explique qu'après Aileen, le prochain sacrifié sera Henry, la méthode pour vaincre Walter définitivement, et lui laisse une pioche. Il retourne chez lui, détruit le mur au fond de son couloir derrière lequel se trouve une pièce dans laquelle était entreposé le corps de Walter depuis tout ce temps. Henry le fouille et trouve la clé permettant d'ouvrir les cadenas bloquant sa porte d'entrée et lui permettant enfin de sortir. Dans le monde réel, les murs de son immeuble sont recouverts de chair palpitante, je suppose, et des monstres en arpentent les couloirs. Il se rend chez le surveillant afin de récupérer le cordon ombilical de Walter et Aileen part rejoindre celui-ci pour lui apporter de l'aide car il lui fait de la peine. Henry retourne chez lui où il constate que le cadavre a disparu et pénètre dans le trou en dessous, arrive dans une pièce avec 10 silhouettes ensanglantées correspondant aux premières victimes et saute dans un autre trou. Il y voit Aileen en transe avancer vers une machine rotative baignant dans une cuve de sang et doit se dépêcher de la sauver. Pour ça, il doit mettre le cordon ombilical dans un être géant, puis doit les transpercer avec les 8 lances trouvées sur les silhouettes alentour. Ceci fait, Walter devient enfin vulnérable au coup, et, après 24 balles de revolver et l'avoir fini à coups de batte, meurt, mettant fin à tout ce cauchemar. Sans explication, Henry quitte l'endroit et va voir le lendemain Aileen à l'hôpital. Voilà un résumé d'Henry. C'est le personnage principal du jeu. Désolé, mais le personnage est tellement plat et fade que j'ai rien d'autre à en dire. Alors, pourquoi je dis qu'il sert à rien ? Eh ben, parce qu'à part dans la bonne fin, il n'a sauvé personne. À chaque fois, c'est le même schéma. Il rencontre une personne qui lui donne une info qui ne lui sert à rien, puisqu'on apprend les mêmes choses dans les lettres rouges laissées par Joseph, et que ça n'empêche pas les événements de se produire, et à qui il n'apporte aucune véritable aide. Il ouvre la porte du wagon où est bloquée Cynthia parce que c'est par là qu'il doit passer pour continuer, et ce n'est pas lui qui ouvre la porte de la cellule où se trouve Andrew, mais Walter. Ensuite, il perd ces personnes de vue et les retrouve quand elles sont en train de mourir et ne fait rien pour tenter de les sauver. La seule fois où il décide d'agir, c'est comme par hasard quand Richard est sur une chaise électrique qu'il ne peut pas toucher. Pour tous les autres, il est juste resté là, à les regarder s'éteindre sans montrer d'émotion, et l'unique raison pour laquelle Aileen a survécu, c'est uniquement parce que petit Walter l'a protégé durant. C'est même pas Henry qui l'a aidé. La seule personne qu'il sauve, c'est Aileen, mais seulement dans la bonne fin. Dans la seconde mauvaise, elle meurt et donc il n'aura sauvé personne. Puis dans la pire fin, il meurt aussi, ce qui fait qu'il ne se sera même pas sauvé lui-même. De toute façon, tous les gens qu'on rencontre sont inintéressants et ne sont présents que pour servir de sacrifice pour le rituel. Ils sont ni attachants, ni drôles, ni mémorables, car je les avais oubliés une fois leur niveau fini. Les développeurs ont voulu faire un clin d'œil aux joueurs avec le personnage de Frank Sunderland, le père de James qui est le héros du deuxième Silent Hill, mais c'est le plus inutile. Il dit des choses à travers le Judas qu'on peut apprendre de Joseph, son histoire de cordon ombilical est notée dans un carnet trouvé dans son logement, et au contraire d'Aileen et Richard qu'on rencontre en personne, lui ne fera aucune autre apparition et ne parlera jamais avec Henry. S'il avait eu plus d'importance dans l'histoire, c'est sur lui que j'aurais fait la vidéo. Voilà mon avis sur ce personnage. Tout cela est surtout pour rire, donc si vous l'aimez, ne le prenez pas personnellement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Jouer à Silent Hill 4 The Room, c'est pour moi le plus horrifique de la saga, et à bientôt.